Nous allons reprendre avec la troisième conférence de ces journées. Et on a souhaité, comme l'année dernière, vous vous rappelez que peut-être l'année dernière, pour ceux qui étaient présents aux journées filières, il y avait la présence d'Étienne Pau, qui était délégué interministériel au trouble du neurodéveloppement. Il y avait Anne-Sophie Lapointe, qui est coordinatrice chargée de mission du parcours du plan maladie rare. Et là, cette année, il nous a semblé important aussi dans ces journées filières qu'on soit informé, qu'on soit un petit peu mis à jour de l'évolution du plan maladie rare au niveau national, et puis par ailleurs peut-être sur les dimensions un peu plus liées à la recherche, puisque ce sont 2 journées recherche de la filière. Et donc pour ça, je remercie beaucoup nos 2 intervenantes qui vont nous éclairer un peu, justement nous donner un peu les éléments de langage et puis les perspectives de ce plan maladie rare 4 qui a à peine démarré, et dont d'ailleurs les financements spécifiques ne sont pas encore complètement validés, mais donner l'esprit surtout de ce plan maladie rare 4. Et donc merci Sylvie Audan, qui est PUPH généticienne donc à Rennes, et puis au professeur Michaela Semerado, qui est PUPH pédiatre à Necker, responsable de l'URC pédiatrique de Necker. Et puis donc je vous laisse la parole. Vous faites un duo en enchaînant vos interventions, et ensuite on aura des discussions avec la salle et des questions-réponses, mais à la fin de vos 2 interventions. C'est bien ça? Merci à vous. Merci beaucoup Vincent, et merci à tous les organisateurs de ces magnifiques journées de me donner l'opportunité de vous présenter ce plan national maladie rare 4, donc des territoires vers l'Europe. Avec un focus sur la recherche, puisqu'il s'agit des journées recherche. Alors, je vous demande tout de suite d'être assez indulgent pour les questions, parce que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, là, parce qu'en fait, j'ai pas été dans la co-construction du plan. Je vais être amenée à le suivre plutôt sur le plan du soin, mais pour des raisons de contexte et de disponibilité des différentes personnes, donc c'est moi qui vous présente les choses aujourd'hui. Donc, il s'agissait donc pour ce plan maladie rare 4, d'une co-construction. Le duo vraiment d'experts, les personnes qualifiées qui ont mené le travail, ce sont les professeurs Agnès Linglard, pédiatre à Bicêtre, et le professeur Guillaume Cano, néphrologue à Necker, avec donc 4 grands axes de travail. La particularité de ce plan 4, c'est que il n'y a pas d'axe comme classiquement parcours, diagnostic, recherche, enseignement. En fait, il y a du soin, de la recherche, de l'enseignement et de l'Europe dans chaque axe. Donc tout est ensemble. Ce qui est assez logique, puisque pour vous qui connaissez quand même bien le domaine des maladies rares, la limite est quand même assez poreuse entre le soin et la recherche dans ce domaine. Donc le premier grand axe, c'est parcours de vie et de soins des territoires à l'Europe. Le deuxième grand axe, donc le renforcement de l'axe diagnostic, puisqu'il y a encore beaucoup d'errance et d'impasse diagnostique. Troisième grand axe, l'accès aux thérapies innovantes. Donc là aussi, il y a beaucoup de perspectives de ce côté-là, et Michaela va en reparler. Et puis le quatrième grand axe, données de santé, base de données, biobanque. Donc je ne vais pas détailler, le plan, il fait 96 pages, donc je ne vais pas tout vous détailler, mais évidemment, dans chaque grand axe, il y a des sous-groupes qui ont travaillé. Juste un tout petit peu d'histoire pour vous resituer le contexte. C'est vraiment sous l'impulsion des associations de personnes malades que les premiers plans maladies rares sont nés. Le premier donc, sortant en 2004 et permettant la création des centres de référence maladies rares. Il y en avait 131 à l'époque. Le deuxième plan, à partir de 2011, donc, a permis la création des filières de santé maladies rares et l'émergence de la Banque nationale maladies rares. Le troisième plan, que j'avais eu l'honneur de co-coordonner avec le professeur Lévy, donc, a permis
d'avancer beaucoup sur le plan du diagnostic. Ça s'appelait un diagnostic et un traitement pour chacun. Bon, c'était un petit peu ambitieux, mais en tout cas, on a quand même avancé de ce côté-là. Et il y a eu la mise en place des plateformes d'expertise maladies rares. Et donc, ce 4e plan est sorti très récemment, puisqu'il est sorti le 25 février 2025, avec vraiment un accent sur aller du territoire vers l'Europe. Donc, lancement, il faut le souligner, donc, par les ministres à la fois, Catherine Vautrin qui chapeaute la santé, le travail, etc., Yannick Leder, mais aussi le ministre de la Recherche. Et ce jour-là, donc, le ministre de l'Industrie n'était pas là, mais pour la première fois, le ministère de l'Industrie est aussi dans la gouvernance. Donc, il y a eu, ce 25 février, une table ronde avec des contributeurs des groupes de travail. Bien sûr, la présence de la voix des patients avec l'Alliance Maladies Rares. Et il faut le souligner, les ministres sont restés toute la matinée. D'habitude, ils arrivent pour faire leur discours et repartent. Mais ils sont vraiment restés jusqu'au bout, ce qui souligne peut-être leur intérêt pour le sujet. Donc, j'ai essayé de faire l'exercice d'extraire dans chaque axe ce qui concernait la recherche et ce qui pouvait vous intéresser. Donc, 4 axes, 26 objectifs, 75 actions. Vous voyez que c'est dense. Donc, on va les reprendre un par un. Donc, le premier, améliorer le parcours de vie et de soins. Donc, il en a été largement question ce matin. Donc, cet axe se concentre sur l'amélioration de l'accès aux soins dans les centres experts. Et là, je voudrais vraiment rendre hommage à Anne-Sophie Lapointe, d'ailleurs à qui j'ai emprunté quelques diapositives, qui a réussi à sanctuariser les financements pour labelliser plus 28% de centres de référence avant tous les changements successifs de gouvernement, voire l'absence de gouvernement. Donc franchement, là, on lui doit beaucoup, et également les financements des filières qui sont sanctuarisés. Donc je pense que dans le contexte actuel, on peut le souligner. Donc, concentration aussi sur la coordination. On était en plein dans le sujet précédent, donc entre les structures hospitalières, les soins de ville, l'optimisation du parcours de santé des patients, et seront pérennisés des financements pour tout ce qui est ETP, PNDS, les périodes de transition et la mobilisation des outils numériques pour soutenir la coordination des soins. Alors, dans cet axe, qu'est-ce qu'il y a pour la recherche? En fait, j'ai retrouvé les objectifs 7 et 8, donc renforcer la mobilisation des centres investigateurs français dans la recherche clinique ainsi que le recours aux sciences humaines et sociales, et piloter l'action conjointe Jardin. Alors Jardin, c'est Joint Action on Rare Disease Integration. En gros, c'est pour être très simpliste, c'est un peu les prémices d'un plan maladies rares européen pour le versant soins, alors que RDRA est plus l'autre projet européen recherche. Donc soutenir la recherche en sciences humaines et sociales, renforcer la mobilisation des centres investigateurs français dans la recherche clinique, et Michaela va en reparler, notamment avec Orphandev et Cléo. Soutenir les réseaux européens de référence, les ERN, et leur intégration dans le système de santé national. Jusqu'à maintenant, les ERN, les filières et les centres de référence français travaillaient sûrement un peu trop en silo. Donc l'idée, c'est de un peu mieux coordonner tout ça, et puis donc intégrer les filières dans les stratégies et le développement de des recommandations européennes, notamment via ce projet Jardin qui est cher aussi à Anne-Sophie Lapointe. Deuxième grand axe, donc faciliter, accélérer le diagnostic. Donc l'idée est de renforcer les observatoires du diagnostic et l'intégration des nouvelles méthodes diagnostiques, notamment en génétique. Il y a encore beaucoup d'impasses diagnostiques, malgré tous les progrès qui ont pu être faits. Et je me permets de faire une citation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Philippe Baptiste, donc, qui dit
qui a dit, le jour du lancement, l'innovation technologique, notamment via l'usage des outils de séquençage génomique, joue un rôle clé pour réduire l'errance diagnostique des patients. A souligné aussi l'introduction pour la première fois avec des financements de la phétopathologie dans ce PNMR4 et puis beaucoup d'actions autour du développement du dépistage anténatal, néonatal et la formation des professionnels de santé dans ce domaine. Donc recherche dans cet axe diagnostic, c'est accompagner la recherche et les évolutions technologiques pour accélérer le diagnostic. L'idée est donc de proposer un projet pilote pour représenter mieux la France dans les projets à l'échelle européenne ou internationale. Donc dans le cadre justement de ce gros projet RDERA, un petit peu à l'image d'autres projets, notamment aux USA, pour lutter, aider à lutter contre améliorer l'interprétation des variants de signification inconnues, la casse des VOUS, si on veut. Et puis donc accompagner les évolutions techno pour accélérer le diagnostic. Là aussi, la frontière est un peu poreuse entre le diagnostic et le soin, puisque il va y avoir un gros effort pour soutenir les laboratoires pour les études fonctionnelles, c'est-à-dire c'est bien de faire du séquençage et de les interpréter, mais on se retrouve encore avec beaucoup de variants de signification inconnues. Et jusqu'à maintenant, les labos de diagnostic n'étaient pas tellement intégrés dans les plans maladies rares. Et là, c'est vraiment la continuité entre le soin et la recherche. Accompagner donc les projets pilotes et le dépistage néonatal avec les technologies génomiques. Je pense que vous avez tous peut-être un peu entendu parler du gros projet qui s'appelle Périgénomède, qui est chapeauté par Laurence Febvre de Dijon et qui va lancer donc un gros projet de dépistage néonatal avec la génomique en première intention qui va permettre de dépister plusieurs centaines de maladies traitables ou actionnables, donc réunissant nos deux régions, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Ouest. Et puis donc accompagner et promouvoir les programmes de recherche en sciences humaines et sociales dans ce domaine de la génomique et notamment autour du diagnostic néonatal, autour du dépistage néonatal, puisque bien sûr tout ça est une grosse organisation et ça pose aussi des problèmes éthiques qu'il va falloir prendre en considération. Donc toujours la recherche, donc faciliter, accélérer le diagnostic, donc faciliter le transfert des données entre les registres nationaux et européens, valoriser les données françaises et leur réutilisation à l'échelle européenne en restant maître de nos données aussi. Donc à chaque fois, il y a des financements notamment via l'Europe. Troisième grand axe, donc, et ça, Michaela sera plus à l'aise que moi pour en parler, donc encourager l'innovation industrielle et les partenariats stratégiques, donc encourager le repositionnement de médicaments existants et la collecte de données en vie réelle pour mieux évaluer l'efficacité des traitements. Donc vont être favorisés notamment les PROMS, le Patient Reporting Outcome mesure, là c'est-à-dire la collecte en vie réelle des patients par les patients eux-mêmes de leurs données pour essayer de mieux travailler sur la qualité de vie dans les différents projets de recherche. Une petite citation du ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Marc Ferracci, si le PNMR4 est l'occasion de travailler à des collaborations plus étroites entre la recherche publique et l'industrie pour transformer les découvertes scientifiques en solutions concrètes pour les patients, donc partenariat public-privé encouragé. Donc, renforcer la recherche dans cet axe 3 pour développer des nouvelles thérapies. Donc, l'idée étant d'améliorer le continuum toujours entre la recherche translationnelle et la clinique, soutenir la recherche clinique et l'adapter aux spécificités des maladies rares. Vincent en parlait ce matin, donc par exemple en prenant comme témoin, comme son propre témoin, le patient, dans les essais notamment où il y a très peu de patients. Accélérer les essais cliniques, réduire
le risque des dispositifs de repositionnement sans porter préjudice à l'indication brevetée et développer des nouveaux modèles économiques dans les maladies rares. Enfin, le quatrième grand axe, le développement des bases de données et des biobanques. Donc, l'idée étant de porter une approche territoriale et européenne renforcée, notamment via ce projet Jardin. La France, d'ailleurs, est responsable du Work Package base de données dans ce projet Jardin. Donc, l'idée est de mettre en place donc, des recherches méthodos pour ces bases de données en développant des outils et des méthodologies propres à l'analyse des données et enrichir les collectes, notamment dans Bamara, avec la possibilité, ce n'est pas le cas pour l'instant, d'importer des données brutes de compte rendu, de biologie, d'imagerie. Et donc, l'idée aussi est d'améliorer la collecte et la réutilisation de ces bases de données. C'est bien de rentrer des données, mais l'idée est quand même de les utiliser. Et puis, un axe aussi qui n'était pas encore très développé dans les plans précédents, ce sont les biobanques et les biocollections. L'objectif étant de recenser, mais aussi de développer les biocollections spécifiques aux maladies rares en lien avec les CRB et faciliter l'utilisation de ces collections biologiques. Autre gros challenge, c'est de rendre un peu interopérables toutes ces bases de données pour éviter les collectes multiples et la rentrée de données multiples à des fins non seulement de collecte pour le soin, mais aussi pour la recherche et de renforcer le partage des données de santé en lien avec l'Europe. L'idée, par exemple, étant de passer du DPI, votre dossier patient informatisé, vers Bamara, la BNDMR, puis la BNDMR est en train d'y travailler, donc après transférer les données au niveau des différents registres européens chapeautés par les différents réseaux européens, les ERN. Voilà, donc c'est un balayage un peu superficiel, mais je pense que vous avez peut-être retenu quelques mots-clés, donc territoire, Europe, génomique, thérapie innovante, et puis base de données et biocollection. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à Michaela. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, dans ce deuxième volet PNMR4, je vais vous présenter les axes avec le développement d'un réseau de centres labellisés dans le cadre des thérapeutiques innovantes, donc le groupe CLEIO, que je co-coordonne avec le professeur Vincent Loger de Strasbourg. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir participer au PNMR4 dans le groupe 3, donc dans l'accès au traitement et aux thérapeutiques innovantes. Donc, les discussions étaient vraiment très fructueuses et j'espère que donc, le fruit qui ne dérivera sera utile et surtout exploitable. Donc, l'objectif a été concrétisé dans le dossier PNMR4 qui vient de vous être présenté dans l'objectif 7, donc renforcer la mobilisation des centres investigateurs français dans la recherche clinique ainsi que le recours aux sciences humaines. Pourquoi faire cela? Parce qu'on sait bien, peut-être je vous répète des choses qui sont évidentes pour nous tous, dans le cadre des maladies rares, il faut favoriser la transition entre la recherche préclinique et clinique, développer un environnement qui soit institutionnel, qui soit réglementaire, qui soit législatif et qui soit plus favorable aux maladies rares. Et ça, c'est vrai dans le cadre de plusieurs pathologies, mais encore plus dans le cadre des maladies rares pour les caractéristiques donc, du corps qui sont avec peu de patients ou qui peuvent être assez différents au niveau des présentations cliniques, de diagnostics, etc. Et favoriser bien sûr l'accès au traitement puisque l'objectif final c'est de permettre de pouvoir proposer des traitements innovants à un majeur nombre de patients.
Quelques rappels, donc selon la définition de l'EMA, MTI, donc en français, médicaments de thérapeutique innovante, mais ATMP, Advanced Therapeutic Medicinal Product, en anglais, inclut donc des traitements qui sont de la thérapie cellulaire, de l'ingénierie tissulaire, de la thérapie génique, mais aussi tout traitement qui peut interférer donc avec l'expression génique et les combinaisons de ces différents ATMP. Naturellement, les champs d'application sont différents. En premier lieu, l'oncologie, avec la grande révolution des CAR-T-cells dans les patients, surtout dans le cadre de leucémie, même actuellement, du coup, avec plusieurs applications dans différents types de pathologies, et maintenant aussi dans les maladies rares. La médecine régénérative, donc la cardiologie, la neurologie, la pathologie du neurodéveloppement, les maladies génétiques rares, mais aussi maladies génétiques non rares, comme les bêta-hémoglobinopathies. Donc pourquoi on sait pourquoi ce réseau et pourquoi s'intéresser en labellisation nationale d'MTI, pourquoi on peut c'est une urgence actuellement. Comme vous pouvez voir et comme vous savez bien, le contexte est assez favorable aux MTI. Là, vous avez une prospection au niveau des États-Unis, mais en Europe, c'est la même chose. Nous avons un nombre croissant de médicaments de thérapeutique innovantes et de expertise, de génie, de type de nouvelles stratégies thérapeutiques que nous pouvons développer qui est croissant. Avec un nombre d'études qui se proposent régulièrement, qui est aussi de plus en plus important. Cela détermine la nécessité d'un cadre réglementaire européen spécifique qui est spécifique. Donc, heureusement, on a un cadre réglementaire, on en parlera tout à l'heure aussi, qui est spécifique aux MTI, mais qui est aussi assez exigeant et peut-être pas toujours facile à approcher. Et donc, il y a un vrai besoin d'un cadre structurant au niveau national. Pourquoi un cadre réglementaire complexe? Parce que, comme je vous ai dit, donc, il y a une réglementation européenne qui est spécifique aux MTI, probablement vous le connaissez déjà, et vous connaissez qu'il y a des exigences qui sont accrues en termes de qualité, de sécurité et de suivi des patients qui bénéficient d'un traitement de thérapeutique innovante, avec, dans ces cas, comme par exemple dans le cadre des thérapies géniques, un suivi qui est nécessaire à vie, donc avec une organisation conséquente au niveau des services de soins. Et donc, il y a une expertise qui est nécessaire au niveau des différentes structures cliniques. Expertise qui donc ne dépend pas forcément de la pathologie du patient, bien sûr, cela reste essentiel, mais aussi dans la stratégie thérapeutique que nous avons adoptée. D'où l'intérêt aussi de pouvoir interagir entre les différents acteurs et utilisateurs des MTI afin de pouvoir partager les effets collatéraux, les nécessités pour pouvoir mettre en place ces médicaments et les possibles applications. Les défis, vous les connaissez bien parce qu'il y a des défis qui sont spécifiques aux maladies rares, donc des effectifs faibles avec une dispersion géographique des patients, une hétérogénéité des situations cliniques, des méthodologies qui sont spécifiques. On parle toujours de big data, mais dans ces cas-là, on se retrouve avec des small data. Donc, on doit être capable de sortir des résultats statistiquement significatifs avec des effectifs qui peuvent être assez faibles. Il y a besoin donc d'un cadre réglementaire avec des autorisations institutionnelles et d'un cadre physique qui est au niveau des pharmacies, parce que les pharmacies doivent s'équiper avec des nouveaux structures et un personnel qui soit formé à l'utilisation de tous ces types de traitements innovants qui peuvent être différents dans leur genre et une logistique conséquente au niveau des services cliniques. Donc, dans le cadre de notre réseau, avec Avanza, nous avons proposé de labelliser les centres pédiatriques et adultes pour pouvoir garantir des compétences et un plateau technique qui puisse être adapté aux standards cliniques et réglementaires au niveau des maladies rares et pour être compétitif au niveau européen et international. Le périmètre, donc, c'est l'utilisation des MTI dans toute leur expression. On vise donc les MTI avec des applications aux adultes et aux enfants en dehors des cadres oncohémato malignes. Cela n'est pas une raison de vouloir le mettre à part, mais parce que l'oncohématologie bénéficie déjà du réseau des CLIP qui est déjà, d'ailleurs, c'était
le modèle auquel nous nous sommes inspirés, qui marche déjà très bien et qui donc n'a pas besoin d'être intégré dans un autre type de réseau. Les maladies rares, mais aussi les maladies non rares, comme je vous parlais tout à l'heure des bêta-hémoglobinopathies par exemple, et avec un appui sur les centres experts et une répartition sur le territoire homogène, mais donc les centres participants tout était sur la base du volontariat de qui voulait participer et bien sûr est ouvert toujours à toutes les personnes qui veulent encore se aligner dans ce réseau. Les enjeux médicaux et de santé publique sont donc, comme dit tout à l'heure, à augmenter les inclusions, impliquer les centres labellisés et améliorer la visibilité et la compétitivité au niveau international. Donc on parle toujours de compétitivité et effectivement c'est un mot qui revient souvent, malgré l'acception qui peut être certaines fois négative, mais c'est vrai que c'est une réalité puisque la compétitivité de la France, malgré le fait que la France était pionnière dans plusieurs de ces médicaments de thérapie innovante et a toujours des ressources très importantes au niveau de développement de médicaments, au niveau de patients, de cohortes et de structuration des différents acteurs de la recherche, la France a été dépassée dans ce cadre de développement de MTI par d'autres pays européens comme le UK, l'Espagne et l'Allemagne. Donc l'idée c'est de pouvoir renforcer la souveraineté sanitaire et sur des capacités qui peuvent être solides et réactives et valoriser donc le savoir-faire national pour aboutir à des solutions concrètes. Comme a été évoqué tout à l'heure, actuellement, on ne peut pas faire ça en bypassant donc tout le côté privé industriel, puisqu'on sait bien que ces traitements, les MTI, ont un coût de production et de mise en place et de suivi qui est assez onéreux. Donc, on a besoin, dans la construction de notre réseau, on a bien mis en évidence qu'il y aura une collaboration avec des partenaires biotech, industriels et académiques, bien sûr en promouvant la recherche académique quand cela est possible, mais en s'appuyant avec des collaborations qui peuvent être mises en place et qui peuvent faire avancer probablement plus rapidement la recherche préclinique et clinique. Et donc les acteurs principaux dans le réseau sont les CIC, donc les centres d'investigation clinique. Pourquoi? Parce que les CIC sont une interface essentielle en recherche fondamentale, translationnelle et clinique. Ils ont une expertise organisationnelle et réglementaire qui est unique et sont des acteurs clés dans la réussite des MTI, comme a été évoqué donc, dans l'action 7.2 dans le PNMR4. Actuellement, effectivement, effectuer un traitement, mettre en place un protocole de thérapeutique innovante dans un service qui s'occupe des soins courants devient de plus en plus compliqué et du coup nécessite de pouvoir s'appuyer à des structures solides et qui sont dédiées à cet objectif. Notre réseau donc a été lancé dans la première en octobre 2024 donc à l'occasion des journées PedStart qui sont les journées des CIC pédiatriques donc en collaboration donc avec Orphandev et cela a permis donc de discuter déjà avec tous les acteurs des différents CIC des enjeux et des objectifs du réseau Clio et donc avec notre grande on était bien content de pouvoir être cité dans le PNMR4 parce que, naturellement, pour pouvoir mettre en avant ce réseau, on a besoin de financements qui donc seront sur la base du PNMR4 et nous avons été sélectionnés pour l'appel d'offres EFCRAN, donc le réseau de recherche clinique français, pour pouvoir être labellisé. Donc notre audition est prévue au mois de juin et cela nous permettra donc d'avoir une labellisation et un levier pour des financements futurs. Là, vous avez la liste des CIC adultes et pédiatriques qui seront impliqués, mais tout le monde est bienvenu. Il y a les CIC de biothérapie, naturellement, quand c'est applicable sur le centre en question. Et les objectifs sont d'harmoniser les guidelines en termes de MTI, la montée en compétences pour l'utilisation de ces médicaments,
la compétitivité, la visibilité de la France et avoir toujours un appui en termes d'MTI sur des centres qui ont plus d'expertise à ce niveau-là. Donc c'est vraiment un partage de connaissances, un partage d'expériences et une aide pour monter en puissance. Là, c'est notre organisation, donc avec une assemblée générale, un steering committee, et comme vous pouvez voir, il y a bien sûr les instances académiques qui sont représentées, mais aussi des instances privées, un groupe de patients experts, et tout cela sera sous la supervision d'un DSMB de scientifiques qui pourront superviser notre travail. Le fonctionnement de la gouvernance, donc ça sera en différents work pages, des work pages qui sont, vous pouvez imaginer bien, il y aura donc un volet réglementaire pour pouvoir harmoniser du point de vue réglementaire nos activités, un work page de assurance qualité qui est fondamental pour pouvoir mettre aux normes tous les centres qui pourront participer, un work page scientifique pour pouvoir être toujours au courant et pouvoir discuter de la nécessité et de l'opportunité de certaines recherche et au niveau préclinique et au niveau clinique, logistique, parce qu'il y a toute une organisation au niveau des locaux, déjà du matériel qui doit être mis en place pour la mise en place des MTI, médico-économique, parce que c'est important, comme je vous ai dit, les MTI ont un coût de production et de suivi qui est très important. Donc, est-ce que c'est là, investir à ce niveau-là, ce prix peut être intéressant comparé à un suivi d'une maladie chronique qui nécessite une prise en charge multifactorielle. Donc ça reste toujours une question, avec surtout des traitements, je pense typiquement aux thérapies géniques, qui ont des coûts qui augmentent et diminuent selon le marché. Donc c'est là et qui nous met donc en condition de devoir renoncer à des traitements qui pourraient être curateurs pour nos patients. Et un volet Europe avec la collaboration avec d'autres groupes qui sont similaires au niveau européen et qui avancent très bien, comme par exemple le groupe Realized qui amène donc la contribution au niveau de recherche clinique au niveau des maladies ultra rares. Bien sûr, tout cela a été fait en collaboration avec OrphanDev, qui a déjà affiché des actions d'intérêt dans le PNMR4, qui a participé activement et du coup qui est impliqué à différents niveaux, donc qui ont été des niveaux qui ont été déjà précédemment évoqués, qui sont les positionnements au niveau du partage des connaissances, des expériences et des résultats entre scientifiques et associations de famille et patients, l'implémentation des données de santé dans les différentes bases de données et bien sûr l'appui aux nouvelles thérapeutiques, donc en particulier donc avec le réseau Clio. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.